il a été en charge de toutes les relations internationales au niveau du système de justice. Il a collaboré avec différentes institutions internationales, notamment l'UNESCO, l'OIF. Il a été président d'une organisation internationale des poursuivants et procureurs francophones aussi. Donc, il a une extrême bonne connaissance de tout ce qui est administration de la justice, tant au niveau national qu'au niveau international. Et c'est ça pourquoi nous avons décidé d'œuvrer à un partenariat avec le groupe S2G. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Sabin qui pourra se présenter avec plus de détails et surtout vous donner le détail de ce que comprennent chacune de ces formations. Par la suite, comme l'a indiqué Valérie, on va prendre le temps de répondre à vos questions pour s'assurer que vous puissiez vous inscrire aux formations qui répondent vraiment à vos besoins. Alors, sans plus tarder, Sabin, je te laisse la parole et ce sera ensuite votre tour. Merci beaucoup, Jean-Michel. Bonjour à tous, et à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, d'être avec vous. C'est un privilège pour moi d'avoir l'opportunité de vous parler de l'offre de services que nous allons mettre en place sur le pôle justice avec 7e International. Évidemment, vous aurez compris que le webinaire d'aujourd'hui est un résumé d'un des cours, mais je vais aussi explorer là, toute la brochette du pôle là, dans une des diapos. Vous allez voir à la fin, là, où on va parler des différentes options qui seront offertes à vous. Ce matin, c'est peut-être l'option la plus, qui est l'option numéro 1, dans le sens que c'est une prise de contact des éléments de droit international pour les managers, pour les dirigeants, pour les agents de l'État, quel que soit le domaine, et c'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. Je voudrais aussi ne pas manquer l'occasion de remercier l'équipe de CETIM pour l'extraordinaire travail, pour la mise en place de ce webinaire. Ils font un travail formidable, c'est une équipe très professionnelle. Alors, je suis très heureux d'être associé, mon équipe et moi, avec 7e International, qui, depuis plus de 35 ans, euh, parcourt le monde avec des formations intéressantes. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous partager mon écran avec un petit diaporama. Donnez-moi une petite seconde, je vais le partir. Je vais peut-être prendre quelques secondes. Donc, si vous voyez bien mon écran, voici le petit plan de présentation que nous aurons ce matin, enfin cet après-midi pour vous. Alors, comme ça a été dit par Valérie, ne vous gênez pas. Si vous avez des questions, intervenez dans le Q&R. Il va me faire plaisir de répondre à toutes les questions à la fin du séminaire pour permettre une espèce de fluidité, mais aussi favoriser les échanges entre tous. Alors, je vais me présenter moi tout à l'heure, un peu mon parcours professionnel. Ensuite, on va parler des objectifs du webinaire. Je vais évidemment insister sur un élément qui me paraît crucial euh, dans le monde d'aujourd'hui, puis je vais vous expliquer pourquoi, évidemment. Ce sont les compétences transversales en matière de management. Vous allez les voir, ils vont apparaître sur votre écran, puis je vais discuter un peu de ça. Et puis ensuite, je vais faire la présentation plus en détail du cours fondamental, je crois, qui est celui du droit international public. Vous allez voir, ça va se décliner en offre de services de plusieurs cours. Il y a environ là, 5 ou 6 cours qui sont proposés pour la première année entre 7e et S2G sur le pôle justice et administration de la justice. On va vous donner les dates, les lieux dans lesquels vous pourrez participer à ces différentes formations. Et je vais pouvoir prendre des questions aussi sur les différentes formations si vous avez des questions qui ne sont pas particulières à ma présentation de ce matin, qui est ciblée sur le droit international public. Alors, si je passe immédiatement à une courte présentation, je ne veux pas qu'on prenne trop de temps. Déjà, Jean-Michel a eu l'aimabilité de m'introduire brièvement. Donc, je suis juriste depuis près de 40 ans maintenant. J'ai d'abord, après ma licence en droit, fait mon barreau, devenu avocat. Ensuite, j'ai joint le parquet. J'ai été parquetier durant plus de 33 ans. Dans cette carrière-là de parquetier, je suis évidemment devenu gestionnaire, dont je, je suis devenu le procureur-chef au Québec de l'entraide pénale internationale et j'ai dirigé donc plusieurs parquets, mais une quinzaine d'années, de 12 à 15 ans en droit international en particulier.
responsable de la coopération et je me suis impliqué dans différentes associations internationales, dont l'Association internationale des procureurs et poursuivants francophones que j'ai cofondée, que j'ai présidé durant une douzaine d'années, mais aussi sur le comité exécutif, qui est le conseil d'administration, d'une association internationale multilinguistique euh, qui s'appelle l'Association internationale des procureurs. Alors, j'ai une maîtrise en administration publique et je continue à poursuivre mes travaux là, de recherche en matière d'administration de la justice depuis de nombreuses années. Alors, il s'agit évidemment là, sommairement de mon parcours, mais si vous avez des questions aussi sur le parcours, ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc, évidemment, les objectifs de cette courte formation que l'on a ensemble d'environ 45 minutes, 50 minutes, c'est d'une part vous sensibiliser aux impératifs du droit international euh, avec une perspective d'un monde globalisé. Alors, tout à l'heure, je vais parler un petit peu de l'importance de ces mots, globalisation, internationalisation, quels sont les impacts que l'on a, pourquoi les gestionnaires ont besoin d'avoir une grande versatilité de compétences, ce qu'on va appeler les compétences transversales. Alors, pourquoi il faut avoir ça et pourquoi ne pas les laisser, ce champ de compétences-là, aux dirigeants qui sont du ministère des Affaires étrangères, par exemple, de mon pays. Alors, on va aborder ces questions-là. Évidemment, il faut comprendre pour ça, c'est le deuxième objectif, les impacts du droit international euh, sur ma carrière ou ma posture de gestionnaire, de dirigeant ou d'agent de l'État. Alors, quel est l'impact lorsque mon pays ratifie un traité international sur mon travail? Et puis finalement, on va envisager une portion qui est essentielle, c'est celle de la transposition des normes internationales vers la norme nationale. Alors, comment se fait-il? Qu'est-ce qui se passe lorsque je prends un engagement international? Est-ce que j'ai une responsabilité comme État de mettre en œuvre cet engagement international? Si oui, comment ça se traduit? Comment ça se fait? Alors, ce sont des portions qu'on va envisager dans le cours de 2 semaines. On va en parler aujourd'hui, mais ce seront des portions qu'on va évidemment aborder en long et en large dans la formation. Alors, pourquoi je parle de cet intérêt si important que chacun d'entre vous devriez avoir en tête lorsque vous voulez poser la question, mais moi, je suis au ministère des Transports, je suis au ministère des Mines, je suis au ministère de la Culture. Pourquoi m'intéresser aux affaires internationales ou au droit international public si mon champ d'action est limité, par exemple, au tourisme ou au transport ou aux mines? Eh bien, évidemment, vous l'aurez probablement déjà vécu dans vos expériences professionnelles. Euh, nous vivons dans un monde maintenant globalisé. Alors, évidemment, on a traversé des périodes où on a passé de la transnationalisation, les échanges entre les États voisins, à l'internationalisation avec des groupes d'États, que ce soit des groupes linguistiques, que ce soit des groupes culturels ou de producteurs de pétrole, ou enfin, on en parlera si vous le voulez de façon plus à fond. Il y a énormément d'organisations internationales qui se regroupent en fonction de certains critères qu'ils retrouvent. Mais les auteurs, de plus en plus, et c'est ce que l'on voit, parlent d'une globalisation. Lorsqu'on parle de globalisation, il n'est plus suffisant de parler d'internationalisation ou de globalisation de l'économie. On parle d'une société globale, hein, Global International Society. Les auteurs parlent de cette société globale internationale qui affecte non seulement l'économie, le marché, la libéralisation des marchés, mais la libéralisation des marchés de la culture, des transports, des produits de sécurité informatique. Alors, tout ça a un impact sur tous les aspects de la société civile et surtout tous les aspects de l'administration de l'État. Il n'est plus possible dans cette dynamique-là de voir nos fonctions de gestionnaire en matière de transport ou en matière de mine avec un écran où on ne s'occupe pas des engagements internationaux de notre État, puisque ces engagements internationaux vont avoir des impacts sur le travail que je vais devoir faire. Et on va le voir, là, lorsque mon État ratifie un traité, une convention internationale, un pacte, ou s'il adhère à l'Organisation mondiale du commerce, c'est déjà fait là, avec l'OMC, bien, ça va dépasser largement les confins de chacun des ministères.
tous les ministères et les organismes de l'État vont devoir se rassembler pour voir quelles sont les postures que moi je dois euh, m'installer pour pouvoir, posture que je dois adopter pour pouvoir rencontrer mes obligations internationales que j'ai en ayant ratifié ce traité ou en ayant joint l'OMC, l'Organisation internationale, l'Organisation mondiale du commerce. Alors, on va traiter évidemment dans ces étapes-là de la norme, de l'importance de la norme et aussi de la façon dont ces normes-là peuvent être traduites dans le droit national. Les compétences transversales, c'est notre capacité à nous, comme managers, comme dirigeants, comme agents de l'État, de passer à mon créneau à moi en transport, en tourisme, en mine, et aller chercher les expertises internationales, les éléments de droit public international pour les engager dans mon service et les intégrer à travers ce qu'on va voir tout à l'heure, soit des politiques publiques, soit des directives, soit des circulaires à l'attention des agents sur le terrain qui vont pouvoir mettre en œuvre les normes internationales dans lesquelles mon pays s'est engagé. Alors, il ne faut pas faire du surplace et attendre que le ministère des Affaires étrangères ou des Affaires internationales de mon pays m'envoie la commande. Euh, on peut le faire en concertation, on peut prendre connaissance et si on a une connaissance pointue, évidemment, après avoir suivi un séminaire de 2 semaines sur la mise en œuvre des politiques internationales, alors il est possible de vraiment s'attaquer déjà aux aspects de notre ministère ou de notre organisme qui pourront être touchés par ce traité ou ce pacte ou cet engagement international de notre État. Alors, voici un peu la façon dont chacun des cours va se présenter. Là, je parle du séminaire, évidemment, sur le droit international public, mais chacun des cours qui seront offerts sous le pôle administration de la justice euh, vont suivre essentiellement le même modèle. Alors, évidemment, celui-ci sur le droit international aura 3 modules. Parfois, il y a 4 modules, mais en général, je tiens mes présentations autour de 3 modules, ce qui fait un bon partage sur les 2 semaines de chacune de ces formations. Alors, celui sur le droit international public, le premier module est sur le droit international comme tel. Qu'est-ce que le droit international? On va en parler tout à l'heure. Je vais décliner chacun des 3 modules. Il va y avoir une portion sur les théories des relations internationales. Alors, ça, c'est important. Comment fonctionne le droit international dans ses relations entre les différents États, entre les différentes organisations internationales? Alors, chaque pays a une doctrine qu'il met de l'avant. Est-ce que c'est le réalisme? Est-ce que c'est le libéralisme, le néolibéralisme? On va apprendre un petit peu comment fonctionnent les différentes doctrines afin de pouvoir intervenir. On va regarder aussi les différents systèmes de droit. Alors, certains sont d'inspiration romano-germanique, de droit civiliste, d'autres sont d'inspiration de common law britannique. Alors, pour pouvoir agir en droit international, il faut comprendre les 2 systèmes. Alors, je vais évidemment aborder des questions sur ces systèmes-là. Chaque module est composé de 3 sections à son tour. Dans tous les cours que CETIM et S2G vont vous donner dans l'administration de la justice internationale, il va y avoir toujours une partie pratique, il va y avoir une partie d'études de cas où vous êtes appelé à travailler en petits groupes, 5, 6 ou 7 personnes maximum, à travailler sur des cas que je vous donne, qui sont, ou mes associés, qui sont accrochés évidemment à la portion théorique qui vous aura été présentée avant. Et ensuite, nous revenons après un petit moment qui vous est alloué pour faire les cas pratiques en plénière. Et là, c'est à chacun des participants ou à des groupes de participants ils vont désigner une personne qui vont parler au nom du groupe. Et puis, on fait une rotation tout autour des 2 semaines pour que tout le monde ait l'occasion de faire des présentations. Et là, vient une présentation du cas pratique qui a été, et on fait une correction ensemble. Alors, chacun est appelé à présenter son contenu, et après, on fait un tour de piste pour savoir si vous auriez une vision différente maintenant que vous avez entendu les autres. Est-ce que ça change votre point de vue sur certaines choses? Et on amène les correctifs nécessaires si tant est qu'on a besoin de corriger certaines choses. Alors, voici dans le détail de ce premier cours de 2 semaines qui est dans le cursus de droit international public. Alors, évidemment,
pour la première semaine de deux, on s'intéresse au droit international public dans sa définition. Alors, on cherche à savoir quels sont les sujets de droit. Hein? Est-ce que moi, comme individu, je suis un sujet de droit international? Pas vraiment. Hein? Alors, le sujet de droit international, c'est d'abord les États, mais c'est aussi les organisations internationales. Est-ce que ce sont toutes les organisations internationales qui sont des sujets de droit international? Est-ce que, par exemple, l'Association des plombiers internationales peut être une association qui est reconnue comme une organisation internationale? Bien sûr que non. Elle n'est pas un sujet de droit international. Le sujet de droit international, c'est l'organisation internationale qui sera conclue à partir d'un traité, qui aura vu sa naissance instituée, hein, son tronc baptismaux, ce sera sur la base d'un traité international où les États se joignent à cette organisation et elle aura un statut après ça d'organisation comme sujet de droit international. On va s'intéresser évidemment aux sources du droit. Malheureusement, les sources qui sont assez peu connues, comme la coutume internationale, les gens font référence surtout au traité, mais il y a une portion qui est très importante qui s'appelle la coutume. Alors, on va disséquer ça un peu dans le cours. On va s'intéresser évidemment aux traités bilatéraux, multilatéraux, les conventions, les pactes. On va faire une distinction qui existe entre quelle est la différence entre un traité international et une convention internationale. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a un qui a un régime particulier par rapport à l'autre? Est-ce que ça a des impacts pour moi comme administrateur au ministère des Transports? Alors, on va voir un petit peu comment ça interagit. On va parler évidemment de la responsabilité internationale. Quand votre État décide de signer un traité ou de non seulement le signer, mais de le ratifier, lorsque le traité est ratifié, parce qu'il y a une distinction entre la signature et la ratification, souvent c'est le Parlement qui est appelé à intervenir dans la ratification. Alors là, s'engagent des éléments de responsabilité internationale. Si moi, comme dirigeant d'organisme, je ne fais pas ma tâche sur l'engagement international, c'est mon État qui peut être pris à partie en termes de responsabilité internationale. Alors, on va voir comment ça peut s'impliquer. Évidemment, il y aura une portion très importante qui est le rapport entre la norme internationale et la norme interne. Comment je transpose une norme internationale en droit interne. Alors là, on va distinguer entre certains pays qui sont de tradition moniste ou dualiste. Alors, on va faire des présentations pour vous expliquer et on voit chacun des pays, même si dans la formation, vous êtes des participants qui venaient d'une douzaine de pays, il est assez simple pour nous, lorsqu'on a vos inscriptions à l'avance, de déterminer si votre pays est de type moniste ou dualiste. Donc, quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir intégrer la norme internationale? Alors, on va discuter des conventions de Vienne, évidemment, sur le droit des traités, mais aussi sur le droit diplomatique et le droit consulaire. Et on va parler, évidemment, du règlement pacifique euh, des différents, parce que, évidemment, on a souvent l'impression que lorsqu'on parle de droit international, surtout ces temps-ci, on parle d'abord et avant tout de sécurité internationale. Mais même lorsqu'on parle d'exploitation minière ou d'exploitation touristique ou de mise en commun de certaines normes économiques, on peut avoir des différends entre les pays et ça se règle par des règlements pacifiques, ça se règle à travers des tribunaux internationaux ou des tribunaux régionaux. Alors, on va discuter de ça. Souvent, le traité peut même prévoir des mécanismes de règlement. On va regarder aussi dans le cours comment on fait pour régler les problèmes de différends qui existent entre les États à l'intérieur de traités. On va donner des exemples de différents traités. Le deuxième module, qui lui va commencer la semaine 2, dans la semaine 2, il y a deux modules. Il y a un module sur les relations internationales et il y a un module sur l'économie politique internationale. Évidemment, vous aurez compris pour ce dernier module que euh, tout ce qui a été enclenché sur cette globalisation a débuté avec une mondialisation par la libéralisation des marchés économiques. C'est surtout à travers cette descente des barrières tarifaires qu'on a appelé à une époque là, le GATT, là, qui était avant l'Organisation mondiale du commerce. Alors, ça a créé des ouvertures mondiales. Et après ça, c'est joint, après ça, toutes sortes de facteurs qui vont bien au-delà de la libéralisation des marchés. Lorsqu'on signe des traités avec certaines parties, on traite des moyens de transport, des entrées dans le pays, on parle de la culture. Est-ce qu'on doit protéger notre culture? Est-ce qu'il y a moyen de protéger notre culture? Alors, on va parler des différentes étapes des politiques étrangères des États, surtout dans les relations internationales. On va parler des modèles d'intégration. J'en ai parlé un petit peu. Il y a des intégrations régionales,
euh, l'Union africaine, l'Union européenne, interaméricaine. Alors, il y a beaucoup de modèles d'intégration régionale, c'est des AO. Alors, on va parler de ces modèles-là. Il y a des modèles qui sont sur des regroupements linguistiques, hein, l'Organisation internationale de la francophonie, il y a des organisations linguistiques arabes, hispanophones. Alors, ces modèles d'intégration-là sont importants. Il y a des modèles d'intégration sur des types de production. Alors, des intégrations sur les producteurs de pétrole, sur les producteurs d'acier, sur les producteurs de minerais. Alors, on va voir aussi les différents moteurs de coopération entre les États, comment fonctionne la coopération entre les États. Alors ça, c'est assez structuré aussi. Et finalement, on va parler de la sécurité. La sécurité, on a tendance à penser, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, à uniquement la sécurité à travers des enjeux de guerre ou d'envahissement, mais il y a plus que ça. Il y a aussi d'autres choses. Enfin, il n'y a rien qui est supérieur à ça. Évidemment, ça nous inquiète tous de vivre dans un monde qui n'est pas un monde en paix. Mais il y a aussi des éléments de sécurité qui vont nous intéresser dans le cours sur la sécurité de l'État lui-même, hein, les attaques que l'on peut voir sur nos réseaux informatiques, qui est très précieux. On ne peut pas protéger nos réseaux informatiques sans faire d'intervention en droit international public. Même chose pour la sécurité alimentaire, la sécurité linguistique, la sécurité culturelle des États. Si on se fait happer dans un mouvement de libéralisation totale, peut-être que nos artistes, nos auteurs nationaux auront plus la plateforme pour pouvoir vivre et pour pouvoir retirer des droits suffisants pour pouvoir se faire entendre et se faire voir. Alors, il est important souvent d'avoir des exclusions, des domaines d'exclusion en droit international pour qu'on puisse protéger, assurer la sécurité de certains domaines d'activité. Alors, on va aborder ces questions-là dans le module des relations internationales. Et finalement, bien, on a un dernier module là, qui est sur l'économie politique internationale, où on va voir évidemment les grandes théories sur les réalistes, les néo-réalistes, les libéraux, les ultralibéraux, les néolibéraux, les orthodoxes. Alors, on va regarder les théories dominantes pour voir à quoi on fait face dans les années à venir, qu'est-ce qui peut bien nous préparer, comment je peux, moi, me préparer à une ronde de négociation si jamais mon ministère des Affaires étrangères devait intervenir et puis me dire, vous, chers collègues, là, au ministère des Transports, au ministère des Mines, nous aurions des questions à vous poser, on s'engage dans telle direction avec tel pays, bien, vous aurez les outils pour pouvoir intervenir, participer à la discussion de façon constructive, parce que vous aurez reçu une formation de base essentielle en droit international public qui va vous permettre d'aller vous raccrocher sur chacun des thèmes qui vont être abordés par vos spécialistes qui sont au ministère des Relations internationales ou des Affaires étrangères. Alors, ce sera bien important pour vous d'avoir cette capacité de compréhension. Et vous serez reçu de façon différente aussi. Vous serez reçu comme quelqu'un qui a des connaissances. Alors, vous augmenterez en crédibilité. Vos interventions seront plus pointues, pertinentes et seront vraisemblablement beaucoup mieux reçues que si vous n'aviez que des questions à poser. Vous serez équipé pour faire face à une discussion avec vos partenaires qui sont aux affaires étrangères ou aux relations internationales qui aura la nature, évidemment, de plaire à votre ministre ou aux intervenants qui sont autour de vous, parce que vous serez bien équipés pour pouvoir faire face à ces échanges-là. Et ça, soyez-en certains, dans tous les domaines de l'administration publique, c'est une réalité en ce moment. Depuis 5 ou 10 ans, il n'y a plus moyen d'avoir une vision qui est très pointue sur notre domaine sans avoir une perspective internationale. Nous sommes tous atteints par les développements internationaux et les engagements de notre État sur la scène internationale. Si tu me le permets, Sabin, je pense que d'ailleurs, tu viens de mettre la table sur une des questions qu'on vient d'avoir par un des participants. Malheureusement, j'ai pas le nom, mais les défis que les pays vont rencontrer lors de l'adaptation de leur législation nationale aux standards internationaux, ben, c'est un peu un des thèmes qui va être abordé dans ce que tu viens de mentionner, n'est-ce pas? Absolument. Alors, les C'est défis sont nombreux. au cœur de la formation, là. Absolument. Et les défis, ils sont très, très nombreux. Je dois vous dire que lorsque je rencontre, en fait, ce qu'on fait en général,
on fait une cartographie des participants avant le début du cours. On prend les inscrits, je fais un inventaire des pays qui sont inscrits, je regarde les différents traités, les différentes associations de ce pays-là, les différents engagements. Je regarde aussi de quel ministère ou quel organisme le participant de tel pays ou le groupe de participants de tel pays vont provenir. Donc, une grande préparation de la part de moi et de mon équipe avant d'aller donner le cours pour m'assurer que je puisse rencontrer les différents défis qui sont proposés par les participants et à leur retour dans leur domaine d'affaires, qu'ils puissent être équipés pour pouvoir répondre à ces défis-là. Évidemment, ce serait compliqué aujourd'hui de parler des défis dans le domaine minier, par exemple, dans le domaine informatique ou dans le domaine du droit pénal ou du droit civil ou du droit commercial. Par contre, lorsque on a la cartographie des participants, je m'assure avant d'entrer à la formation d'avoir les détails pour vous permettre d'avancer sur ces défis-là et de les transposer de façon pratique quand vous allez retourner dans votre organisation. Et c'est d'ailleurs pour ceux qui ont déjà eu le plaisir d'expérimenter une formation chez Septim, c'est d'ailleurs ce qui explique le partenariat qu'on a fait avec le groupe Conseil S2G, c'est que nous partageons la même approche, c'est-à-dire l'adaptabilité du contexte au niveau des participants. Bien entendu, si vous promenez d'un projet santé, d'un projet infrastructure, d'un projet éducation, etc., on essaie autant que faire se peut d'adapter le contenu à votre réalité propre. Tout en demeurant pertinent pour des gens qui viennent de différents secteurs. Et le deuxième point que je désire souligner, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer au cours des dernières années à une de nos formations, c'est l'aspect pratique qui est mis de l'avant. Donc, ce ne sont pas des cours universitaires, ce sont des cours qui s'adressent à des adultes. Le postulat de base en andragogie, c'est qu'on construit sur des connaissances. Vous avez une expertise qu'on désire partager avec l'ensemble des participants. Et c'est là qu'on s'est rejoint avec le groupe Conseil S2G, où l'approche est la même. Le but n'est pas de vous équiper tant théoriquement que pratiquement. Donc, bien entendu, il y a toujours un aspect théorique qui doit être abordé dans chacune des formations, mais autant que faire se peut, on se base sur des études de cas. On vous suggère fortement d'amener votre propre matériel, de mettre de l'avant vos problématiques, qu'on puisse les traiter en groupe. Puis c'est ça un peu qui a fait le, le, le partenariat qu'on vous présente aujourd'hui, c'est qu'on a la même approche qui met de l'avant votre expérience, votre expertise sur laquelle on veut bâtir de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités. Donc, c'est là où on a décidé de faire ce partenariat-là parce qu'on a la même vision, la même approche sur comment construire de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Donc, Bien, simplement merci oui. Jean-Michel. Puisque la diapo qui est présentée en ce moment, c'est la diapo sur les différents programmes qui sont offerts par CETIM, avant de revenir peut-être à l'arrière sur l'expérience Mhm, client, mais je vais mhm. profiter pour en parler un petit peu. Donc, vous voyez à l'écran les différents cours qui sont offerts par le groupe S2G en collaboration avec CETIM. Vous allez pouvoir distinguer plusieurs formats. Celui dont j'ai parlé particulièrement aujourd'hui, qui est là la diapo, et voilà, que j'ai parlé aujourd'hui, qui est le droit international public. Mais nous avons aussi une formation en droit international pénal qui dure elle aussi 2 semaines, qui a été rodée un peu partout dans le monde chez nous. Nous avons donné cette formation-là en Italie, en Afrique. Nous l'avons donnée un peu partout. Alors, elle est très, très, très bien rodée. C'est une formation qui est très attendue. Et on fait là-dedans les deux thèmes, la coopération internationale entre les États en matière pénale et on fait le droit pénal international, les crimes internationaux et tout ça. Puis on voit comment marche, comment fonctionne la CPI, la Cour pénale internationale. Alors, on investigue énormément. Ça s'adresse évidemment à une clientèle qui est un petit peu plus ciblée sur la sécurité de l'État, les parquetiers, les magistrats, les gendarmes, les policiers, donc les gens qui sont dans les fonctions sécuritaires de l'État. Nous avons évidemment aussi des cours de management. Là, je vous l'ai dit, j'ai une maîtrise en administration publique, donc je connais bien les administrations publiques. J'ai été formé là, dans les deux systèmes, le système
canadien d'inspiration britannique, mais aussi le système européen continental. Donc, j'ai une bonne vision de comment fonctionnent les deux systèmes et nous donnons un cours spécifique là, sur l'organisation des parquets. Alors, évidemment, ça intéresse encore une fois uniquement un groupe un peu plus spécifique, les parquetiers, ça peut être les magistrats du siège aussi qui participent, les greffiers à ce genre de formation. Alors, nous avons une formation sur la gestion de la justice par résultat, ce qui fait sursauter plusieurs lorsqu'on parle de résultats d'efficacité en matière de justice, mais parce que les gens pensent, bon, on ne devrait pas noter la justice comme ça, mais en même temps, lorsque la justice est trop lente, c'est un déni de justice. Lorsque ça prend des années avant de pouvoir obtenir justice, on y voit là un déni de justice. Alors, oui, il y a des éléments où il devrait y avoir un degré d'efficience et d'efficacité au niveau de la justice. Donc, avec les ressources que nous avons, comment on peut augmenter notre efficacité? Alors, ça, c'est l'efficience. Et on va parler aussi dans cette formation-là de tous les éléments de transparence de la justice, de l'imputabilité, de l'état de droit, alors de la primauté du droit. Alors, on parle énormément des aspects fondamentaux de la justice. Nous avons une formation que nous donnons depuis plusieurs années aussi, basée sur les éléments des Nations Unies et UNODC, sur le trafic d'êtres humains et le trafic de migrants. Ce sont des préoccupations que nous avons, chacun d'entre nous, dans nos pays, évidemment. Le trafic de migrants est devenu quelque chose de très important pour le crime organisé, avec des impacts sociaux importants pour chacun d'entre nous. Des gens perdent la vie, des gens. Alors, comment on s'organise pour régler les problématiques de trafic d'êtres humains et de migrants? Et nous avons finalement aussi une septième formation qui est l'entraide judiciaire, qui est la réponse internationale. Je parle un peu de coopération dans le cours de droit international public, mais dans celui-ci, dans l'entraide judiciaire, nous parlons là, plus particulièrement des échanges, par exemple les extraditions, les échanges de preuves. Alors là, on va vraiment dans le détail aussi, là, dans la lutte du crime organisé et la lutte au terrorisme. Alors, je suis heureux de pouvoir présenter les différents forums. Peut-être que pour vous aujourd'hui, euh, la plateforme la plus accessible, c'est la plateforme sur le cours de droit international public qui intéresse le plus largement tous les gestionnaires de l'État et les agents de l'État, alors que certaines autres formations sont plus spécifiques aux participants qui seraient dans le domaine de la sécurité de l'État. Quel que soit leur niveau de la sécurité de l'État, lorsqu'ils sont dans la gestion sécuritaire, ce sont des formations qui risquent de les intéresser un peu plus. Ah ben, en fait, Sabin, je pense que tu viens d'emblée de répondre à une question qui vient d'être posée par M. Kalala, qui demandait et qui dit, en fait, j'ai pas de suivi d'une formation au niveau de cursus universitaire en droit à l'université. Est-ce que je peux suivre cette formation? Par exemple, dans mon cas, je suis économiste de formation, je suis cadre dans l'administration publique. Donc, j'ai bien aimé l'approche que cette type, j'ai déjà participé à une formation. Donc, merci, Rudy, pour ce commentaire. C'est très apprécié, mais effectivement, ce ne sont pas toutes les formations ne s'adressent pas qu'à des avocats ou des juges de profession, comme Sabin vient très bien le mentionner. Le droit international public, ça s'applique beaucoup plus que au système d'administration de la justice parce que les ententes internationales ont des répercussions sur les différents secteurs d'activité, qu'il s'agisse des transports, de la pêche, etc. Donc, vous avez beaucoup plus largement que les avocats et les juges à participer, vous avez intérêt à participer à ces différentes formations, notamment celles sur le droit international public, sauf erreur. D'ailleurs, j'ajouterai là, que la formation sur le droit international public, elle est construite autour de la notion que les participants sont des non-juristes. Mhm. Alors, D'accord. on prend pour acquis que vous êtes dans l'activité de l'État, quelle que soit cette activité que vous avez. Si vous êtes déjà familiarisé avec le droit international, vous aurez du plaisir à forer davantage. Mais si vous ne l'êtes pas du tout dans l'environnement du droit, si vous êtes non juriste, le cours est bâti pour vous. Il est bâti pour vous donner les éléments de compréhension, les clés de compréhension du droit international public pour les non-juristes. Alors que d'autres formations, notamment celle d'organiser et conduire un service de procureur, va être beaucoup plus spécifique aux gens qui sont partie prenante de ce système d'administration de la justice, n'est-ce pas?
Vous avez raison. Alors, c'est tout à fait ça, Jean-Michel. C'est exactement le point de vue. Il y a une déclinaison de plusieurs types de formations. Certaines s'adressent, par exemple, si je prends le trafic d'êtres humains, le trafic de migrants, ça va être ça aussi très large. Il va y avoir des policiers, il va y avoir des gendarmes, mais il va y avoir aussi des spécialistes des effets sociaux, par exemple, des abus sexuels sur les jeunes femmes ou sur les femmes. Alors, il y a des groupes qui sont intéressés par ça. Il y a des groupes, il y a des ministères, des organismes qui sont engagés dans la protection de l'enfance, dans la protection des femmes, dans l'égalité homme-femme. Alors, eux, ils sont tous intéressés à aller voir ce cours sur le trafic d'êtres humains, le trafic de migrants, puisqu'ils sont appelés à intervenir pour accueillir certaines des victimes. Alors, c'est beaucoup plus large. C'est pas sectériorisé à ce point, sauf si ce n'est peut-être comment organiser le parquet. Ça, c'est bien entendu. Qui est plus spécifique. Certainement. Une autre question qui est quand même intéressante, comment le droit international public aborde-t-il les questions de changement climatique et de protection de l'environnement? Est-ce que Mais, c'est abordé plus spécifiquement dans une formation ou une autre, ou c'est oui, transversal? c'est transversal. On va en parler lorsqu'on parle des relations internationales. Le module des relations internationales, où on va voir les modèles d'intégration, puis on va voir aussi les théories dominantes en relations internationales. Une théorie qui se dégage, qu'on a vue à la COP 29, c'est vraiment l'approche environnementaliste. Alors, qu'est-ce qui fait que dans les économies développées, on va dire, occidentale, tout le monde frappe très fort pour pouvoir parler d'environnement. Évidemment, c'est essentiel dans nos sociétés, mais il ne faut pas laisser derrière certains pays qui n'ont pas eu la chance de développer leurs infrastructures économiques. Alors, il y a des discussions sur les compensations pour pouvoir passer à la dernière technologie sans exploiter indûment l'environnement. Alors, effectivement, dans le modèle sur les relations internationales, on va parler de l'approche environnementaliste, l'impact, les négociations, les discussions que l'on a, comment ça peut impacter certains ministères. Là, on est moins dans tous les ministères, mais si on a des gens qui sont avec, par exemple, les mines, le transport aérien, tout ça qui a un impact, en ce moment, il y a énormément de discussions sur des crédits verts, des crédits internationaux qui sont donnés par des donneurs vers certains États en expansion pour compenser euh, leur développement d'infrastructures pour éviter qu'il y ait une conséquence environnementale. Alors, ce sont des éléments très intéressants qu'on n'aborde pas durant plusieurs jours, mais on va passer certainement quelques heures sur les politiques environnementales. Et est-ce que quelqu'un, c'est justement Alfred qui nous pose la question, est-ce que, en tant que conseiller en gestion environnementale dans le secteur privé de pétrole et de gaz, est-ce que j'ai intérêt à suivre l'un de ces cours ou c'est que du côté public gouvernemental? En fait, si vous faites affaire, Alfred, avec des éléments de votre État, si dans votre organisation, qui est une organisation privée, vous êtes en relation, c'est probablement nécessaire, là, vous êtes en relation avec l'État parce que l'exploitation des ressources souterraines d'un État comme le pétrole, en général, il y a une relation avec l'État. C'est l'État qui autorise les champs pétrolifères à être exploités. Alors, vous serez nécessairement, à un moment donné ou à un autre, en interaction avec des représentants étatiques. Alors, si vous avez les clés de discussion, si vous avez les éléments de formation et de compétences et de compréhension, vous allez pouvoir interagir avec vos partenaires sur un pied d'égalité. Alors, oui, je vous inviterai à participer à ça parce que ça va vous donner les outils de discussion et vous allez avoir les connaissances que cette personne-là devrait avoir qui vont vous permettre de pouvoir mieux représenter votre organisation, même si c'est une organisation privée, comme vous serez en interrelation avec l'État. Clairement. Clairement. Puis c'est une question un peu connexe à tout ça que nous pose Médée, qui vient du ministère de la Pêche et de l'Élevage en RDC. Et, les gens qui ne font pas partie de l'appareil gouvernemental et qui ont les personnes physiques, en fait, disposant des moyens financiers pour le paiement des coûts de formation, est-ce que c'est possible de le faire? Oui, c'est possible de le faire. Simplement prendre contact avec nos équipes qui vous donneront le cheminement qui vous accompagnera à travers tout ça. Bien entendu, ça nécessite de pouvoir effectuer le paiement. Ça peut être
par vous-même. Avant, oui, nous avons une certaine catégorie de personnes qui viennent du secteur privé ou même qui, à titre personnel, décident de participer. C'est possible. On vous donnera tous les détails par rapport à ces façons de faire lorsque vous prendrez contact avec nous. Euh, on a Alpha qui nous demande d'avoir fait le droit, est-il un préalable pour s'inscrire à ce séminaire? Ben, je pense que tu y as répondu un peu auparavant. Ce n'est pas que pour les initiés, ce n'est pas que pour les avocats en droit pénal international déjà. Ce sont des formations qui vous donnent les outils pour être capable de comprendre les tenants et aboutissants, d'être capable d'être assis à la table de discussion et de comprendre ce qui se passe et les implications des différentes décisions qui pourraient être prises. Euh, si je peux profiter justement dans les minutes qui nous restent pour te poser quelques questions. Pour aller avoir le calendrier 2024, je n'ai pas reçu de mail, le calendrier pour booker une formation, par exemple celle-ci. Monsieur Kakala, je vous invite fortement à aller sur notre site web et sur le site web, vous avez la possibilité de vous inscrire à notre infolettre. De cette manière, vous allez être certain de pouvoir recevoir l'ensemble des informations. Vous pouvez accéder au calendrier 2024 ben là, le lien de notre site web vient vous être mis dans le chat. Donc, vous pouvez aller là, cliquer sur formation tout simplement, puis après ça, vous pouvez télécharger le calendrier de formation. Mais la meilleure façon, c'est vraiment de pouvoir vous inscrire à notre infolettre. De cette manière-là, vous allez être sûr de ne pas rater d'informations, que ce soit sur le calendrier de formation, les nouveautés ou des concours comme il y a lieu pour célébrer notre 35e anniversaire au courant de l'année dernière où nous avons offert, suite à la participation de ce concours, la participation gratuite à 4 de nos formations cette année en 2024, tout frais payé. Donc, c'est un concours qui a lieu l'an dernier si vous n'y aviez pas participé. Euh, j'ai vu qu'il est prévu un point sur la sécurité. De quelle sécurité s'agit-elle, Sabin? Prenons le cas de l'agression dans l'est de la RDC ou l'Ukraine ou même en Palestine. Comment ce point sur la sécurité va-t-il être appréhendé au niveau de la formation? Évidemment, c'est sur la sécurité de l'État. Ce n'est pas une question de la sécurité mondiale. Je n'aborde pas toutes les questions de la guerre, et des règlements des conflits internationaux, des conflits militaires. J'aborde beaucoup plus les questions de sécurité de l'État. Euh, Évidemment, il y a toutes les questions de la sécurité alimentaire, sécurité culturelle, sécurité informatique de l'État. Alors, c'est cet aspect-là qui est abordé. Je n'entre pas dans cette formation. Il y a toujours là, il faut que je vous le dise, par contre, moi, je fais du droit international depuis plus de 20 ans. Lorsque je participe à des formations comme celle-là, vous le savez, l'expérience s'estime, on va manger ensemble, on fait des sorties, on discute amplement lorsqu'arrive le soir autour de la table. Et là, bien, les questions se posent sur les mécanismes internationaux de résolution de conflits. Quelle est la part du Conseil de sécurité? Qu'est-ce que peut faire l'Assemblée générale des Nations unies? Comment se fait-il que ceci? Comment se fait-il que cela? Et là, ça me fait plaisir de répondre à toutes ces questions-là et d'ouvrir les discussions de façon informelle. Par contre, dans le cadre du cours, c'est rare que je prends l'occasion d'aborder les questions des guerres et des conflits armés, puisque ce n'est pas l'objectif de ce cours-là, et on pourrait faire là, une semaine pour parler des conflits armés. Mais je suis C'est tout à tout fait... un, c'est tout un autre champ d'expertise, effectivement. Le droit à la justice est très large et on peut l'aborder sous différents angles, mais tu fais bien de le spécifier. Alfred nous pose la question. J'ai appris que cette team viendrait au Tchad. Je serais content de vous recevoir. Oui, effectivement, Alfred, j'ai le plaisir de vous informer. Notre président directeur général était effectivement à N'Djamena et au Gabon au courant des 3 dernières semaines. Il est maintenant de retour. Comme pour ma part, j'étais en Tanzanie et au Kenya. Donc, nous sommes présents sur le terrain. Malheureusement, là, il a quitté, il est de retour. Nous vous garderons informés de ses prochains déplacements. À nouveau, la meilleure façon, c'est de vous inscrire à notre infolettre. C'est la façon d'être informé de nos déplacements
locaux, des concours, des nouvelles formations, des nouveautés, des ajustements de programmes en cours d'année. Alors, c'est vraiment la meilleure façon de pouvoir vous garder au courant de tout ce qui se passe. Comme ça, vous êtes certain que ça ne tombe pas dans votre boîte de pourriel ou de spam, comme on le dit communément. Alors, ben, sans plus tarder, je pourrais peut-être passer juste un complément d'information pour tout ce qui est du déroulement des sessions. Ben, comme j'ai dit, il y en a certainement plusieurs d'entre vous qui ont participé par le passé à nos différentes formations, que ce soit sur Montréal où on a notre siège social, que ce soit sur Marrakech, que ce soit sur Dubaï, sur Kuala Lumpur en Malaisie, donc dans un des différents centres de formation. Alors, bien entendu, il y a toute une série d'autres formations que vous connaissiez pour la plupart déjà ou pas, qui s'adressent à vous. Donc, on parle de la gestion de projet, de la passation des marchés, qu'on parle de la gouvernance publique, du développement durable ou du management des organisations. À nouveau, le programme complet est disponible sur notre site web. Vous pouvez télécharger soit le programme complet ou encore le calendrier. Les liens vous seront mis dans le chat. Il y a possibilité de vous inscrire. À chacune de ces formations, bien entendu, on met l'accent sur la pratique, mais aussi on s'assure que vous ayez un bon séjour en organisant des visites, soit par les soirs, soit par les week-ends. On veut vous faire découvrir le lieu où se déroule la formation. Donc, il y a plusieurs activités culturelles qui sont organisées à travers, autour de ces formations. Les prochaines formations vont justement avoir lieu à Dubaï. Donc, on voit des images de quad dans le désert. Donc, à Dubaï, dans à peine une dizaine de jours, on a 3 formations qui vont se dérouler, une sur la planification stratégique, une sur la passation des marchés et une autre sur la planification de projet. Il y a d'autres formations qui vont suivre par la suite au mois d'avril, mai et tout au long du restant de l'année. Simple petite mention que pour ceux et celles qui désirent venir assister à une formation ici sur Montréal, notamment celle sur l'organisation du parquet, il y a pour le Canada certains délais quant à l'obtention de visa. Donc, ne vous inscrivez pas 2 semaines, 3 semaines à l'avance. Il est certain que, à moins de posséder déjà le visa pour le Canada, ça ne rentrera pas dans les délais. Et dernier complément d'information avant de conclure, pour ceux et celles qui ne le savent pas, nous avons, en plus des formations régulières dont je viens de vous parler sur les 5 thématiques et la 6e étant l'administration de la justice et la gestion sécuritaire, toute une panoplie d'accréditation professionnelle. Alors, très brièvement, c'est quoi la différence entre une formation et une accréditation professionnelle? Les accréditations professionnelles sont le fruit d'un partenariat avec l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Donc, l'Université du Québec à Montréal, c'est la plus grande université francophone en Amérique du Nord avec laquelle nous avons un partenariat. Et la différence entre une formation et une accréditation professionnelle, c'est que celle-ci vous donne droit à un titre professionnel. Donc, au même titre que les comptables ont leur propre ordre professionnel, que les médecins ont leur propre ordre professionnel. Donc, nous avons développé en partenariat avec l'université différentes accréditations. Encore une fois, la différence entre une formation et une accréditation, c'est qu'à la fin de ces 2 semaines de préparation, il y a un examen qui est administré, donc un examen qui dure 3 heures, et au terme duquel, si vous réussissez l'examen, vous accédez au titre professionnel, soit de MSPM, donc manager spécialiste en passation des marchés, de MPDI, donc manager de développement manager professionnel de développement international, MSFP, manager spécialiste de la formation professionnelle. Donc, vous voyez, il y en a toute une série que je ne vais pas énumérer actuellement. Et le dernier point d'information à vous communiquer, c'est que on vous a parlé des formations qui sont programmées dans nos différents centres de formation à des dates spécifiques. S'il y a des besoins pour l'organisation sur place de formation, donc vous êtes un groupe de 8, 10, 12, 15 personnes, qu'il s'agisse d'une formation sur le droit pénal international, sur le leadership, sur le suivi, évaluation ou autre, ben, il y a la possibilité de nous contacter et nous allons vous faire une offre de service pour organiser les choses localement pour le bénéfice de plus grand nombre de participants.
Alors voilà pour ce dernier complément d'information. Je ne sais pas, Sabin, si tu as quelque chose à rajouter avant que nous concluions ou... Merci beaucoup. Non, c'est complet pour moi. Je vous remercie, Jean-Michel. C'est parfait. Bon tour de piste. Au plaisir de rencontrer les participants à ce webinaire dans les futurs séminaires 7 et S2G. J'espère que l'intérêt est là, qu'on a suscité votre attention, attiré votre attention sur l'importance du droit international public et que si ça vous intéresse, joignez-nous en grand nombre dans les formations qui seront données. Et pour tout autre détail, vous n'hésitez pas à prendre contact avec nous, que ce soit par email, par téléphone, par WhatsApp. Vous pouvez nous contacter, c'est facile de garder le contact. Nos équipes vont vous faire un plaisir de vous accompagner à travers tout ça. Pour ceux qui le désiraient, vous avez accès à l'enregistrement là, dans les prochains jours, là, d'ici 24-36 heures plus ou moins. Ça sera disponible sur notre site web, tout comme vous pouvez aller consulter sur notre site web. Il y a plus d'une quarantaine de webinaires qui expliquent les différentes thématiques que nous abordons. Vous avez la possibilité de les réécouter à tout moment. Donc, à nouveau, simplement une adresse www.setim.com et vous pouvez accéder au calendrier des formations, au programme de formation, au processus d'inscription, au webinaire et prendre contact directement avec nous. Alors, ben, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. On a vu des gens, notamment, là, il y en a qui nous ont salués de la RDC. On a eu la Guinée-Conakry. J'ai noté des gens du Sénégal, Djibouti, pour n'en mentionner que quelques-uns. Alors, ça nous a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis, à nouveau, ben, on espère vous revoir dans un prochain webinaire, puis encore mieux dans l'une de nos formations au courant de l'année 2024. Alors, ben, une excellente journée. Bonne continuation du Ramadan pour ceux qui sont en plein mois de jeûne. Et puis, ben, ça sera un plaisir de vous retrouver pour une prochaine session. Bonne journée.